Bienvenue à tous dans ce nouveau live de performance partagée, le quatrième déjà, en compagnie aujourd'hui de Anne Boucaud-Basso et d'Élodie Mauger, que je suis ravi d'accueillir. Avant cela, bien évidemment, je vous présente Performance partagée. C'est un live qui se veut à destination des agents immobiliers. Le live de performance partagée est bien évidemment né de l'Académie de formation Biperf Immobilier. Le but est de rendre accessible la formation à un maximum d'agents immobiliers partout en France. On est ravis au travers de ces lives de vous partager un petit peu de notre savoir, de notre vision, de nos connaissances. Et ce soir, moi, je suis encore plus ravi parce que j'ai avec moi en ma compagnie Anne et Élodie. Alors Anne et Élodie, moi je les connais, elles ont même écrit dans mon livre, mais malheureusement tout le monde ne l'a pas encore lu. Alors Anne et Élodie, bienvenue tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien. Ouais, salut, coucou. Hello Alex, merci pour l'invitation, on est ravis d'être là. T'es Avec bien entouré, plaisir. Alex. Tu sais bien t'entourer, il paraît. Je sais très bien m'entourer. En tout cas, vraiment ravi. Ce que je vais vous proposer, les filles, dans un premier temps, c'est juste de vous présenter pour ceux qui vous découvriraient ce soir ou pour ceux qui vous connaissent mais qui ne savent pas tout de votre activité. Si vous voulez, voilà, expliquer un petit peu où vous êtes situé en France et ce que vous faites, qu'est-ce qu'est votre activité principale. Anne, tu te lances? Allez, je commence. Je m'appelle Anne Boucaud, je suis professionnelle de l'immobilier depuis 2006, donc ça fait 20 ans cette année que je fête notre noble profession. Donc j'ai la chance d'exercer en région parisienne, dans une très jolie ville à 6 km au sud de Paris. Et donc, j'ai ouvert ma troisième agence immobilière. Donc, c'est que des noms indépendants. Et donc, je travaille, tout comme Élodie, avec mon mari. Et j'ai, donc au total, on est 10 collaborateurs en tout. Et j'ai également la chance de faire du coaching et de la formation dans l'immobilier. Ok, super. Merci pour cette présentation très claire, Anne. 20 ans d'immobilier déjà, et pourtant tu es encore très jeune, mais c'est Ouais, parce que tu merci. as commencé très tôt l'immobilier, toi. Tu as eu la chance de découvrir cette passion assez tôt dans ta carrière. Exactement. Je suis un vrai produit de l'immobilier. J'ai commencé à 18 ans et demi. Donc, voilà. Ouais, j'ai fait que ça. Donc, produit pur de l'IMO. Et 20 ans après, encore cette même passion. Écoute. Super. Élodie, on te donne la parole? Allez, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Merci encore, Alex, de nous avoir permis d'être à tes côtés pour ce moment de partage. Élodie Mauger, moi, je suis présidente et cofondatrice d'une agence qui s'appelle Mauger Immobilier. On n'a pas été très inventif pour le nom. Comme Anne vous l'a dit, on travaille en famille et en couple. C'est une agence que j'ai avec mon mari. Moi, je suis dans l'immobilier depuis 2019, donc j'ai moins d'expérience et d'antériorité que ma consoeur. Notre agence est du côté de la région lyonnaise. On couvre le sud-est lyonnais et le nord de l'Isère. Comme Anne, je partage l'envie d'accompagner des clients sur la partie transaction immobilière et je fais un petit peu de coaching aussi sur tout ce qui est intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, ce qui peut caractériser l'agence, c'est que j'ai une équipe 100% féminine à côté de mon mari. Voilà. Super, c'est vrai que vous avez cette particularité-là, Anne l'a souligné, vous travaillez toutes les deux avec vos conjoints respectifs et pour le coup, c'est une très belle aventure. Tu as rejoint l'immobilier en 2019, mais tu as déjà obtenu de très très bons résultats et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. En tout cas, pour aller un petit peu plus loin dans les présentations, alors Élodie, c'est la première fois qu'on enregistre ensemble. Ouais. Avec elle, on a déjà enregistré des petites capsules vidéo pour l'Académie Biperf, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Anne, n'hésitez pas à vous rendre sur la page YouTube de Biperf Academy, vous pourrez accéder à ce contenu. Et sinon, alors moi je vous suis, donc je le sais, mais pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes très active et très accessible sur vos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à suivre Élodie et Anne dans leur quotidien. Et puis bien évidemment, je pense qu'on aura, pour ceux qui en ont l'envie, on aura la chance de vous voir encore cette année au Rent à Paris qui se tiendra les 5 et 6 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Ou On 4. a déjà les dates, ouais, on a déjà les dates. Bon, ok, super. Les présentations sont faites. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'exclusivité. L'idée, c'est vraiment de voir comment l'exclusivité est un vrai levier de la performance. Lorsqu'on a préparé cet échange ensemble et que je vous ai soumis des thèmes, vous m'avez rapidement dit toutes les deux que vous ne travaillez qu'en exclusivité. Et ben moi, j'en suis ravi parce que j'ai envie de donner quelques tips, quelques clés à tous les agents immobiliers qui nous écoutent aujourd'hui ou qui nous réécouteront en replay, justement pour pouvoir aborder l'exclusivité avec plus de sérénité
sérénité, parce qu'on sait que c'est un sujet qui, alors non pas qui divise, parce que je pense que beaucoup souhaitent travailler uniquement en exclusivité, et pour autant très peu y arrivent. Donc voilà, on va essayer de traiter ça dans notre échange. Pour vous, Anne et Elodie, à quel moment de votre parcours l'exclusivité a été vraiment le levier de la performance? J'imagine que comme tout le monde, vous avez un petit peu évolué dans l'immobilier à tâtons, vous avez découvert des choses, vous savez ce que c'est qu'un mandat simple, vous en avez très certainement signé dans votre carrière, et à un moment, vous avez potentiellement eu un déclic qui vous a fait dire que maintenant, il faut travailler qu'en exclusivité pour protéger votre travail, mais aussi garantir le succès du projet. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment c'est venu? J'y vais, Hello? Ouais, vas-y. C'est important, je pense que tu commences en premier. Ah, bah, peu importe. Écoute, moi, ce que je peux partager, Alex, c'est que donc j'ai commencé avec un BTS profession immobilière. J'ai travaillé donc dans une agence familiale pendant quasiment 10 ans, et on va dire que la notion d'exclusivité, bon, c'était un élément, je dirais, à amener en argument commercial, mais c'était pas vraiment le cœur on va dire, de l'ADN de l'agence. Donc, j'ai appris, entre guillemets, toute seule à défendre une exclusivité. Donc, au début, on va dire que je pense que j'avais un taux à peu près à 70-80%, je dirais, pendant à peu près 10 ans. Là où, pour moi, ça a été vraiment un accélérateur de business, c'est le jour où j'ai monté ma marque, donc en 2019. Quand j'ai monté ma marque, où là, pour le coup, je me suis vraiment concentrée sur cette notion d'exclusivité. Je me suis plus axée sur cette performance. Mais au début, on va dire, donc pendant de nombreuses années, du coup, je vendais mon exclusivité, mais finalement, c'était pas un prérequis de départ. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que ça s'est fait vraiment le jour où j'ai, moi, monté ma marque, où je me suis dit, OK, c'est quoi, moi, l'ADN de mon agence et comment j'ai envie de m'organiser. Et c'est à ce moment-là vraiment que je me suis axée sur cette notion d'exclus. Mais au départ, ce n'était pas un levier plus qu'un autre. D'accord, très bien. Elodie, pour ta part? En fait, il y a un point que tu as abordé, mais sur lequel on reviendra après, c'est la notion de prospection. Je fais une aparté, mais ça nous permettra de rebondir. Moi, à la différence de Anne, l'antériorité sur le métier de l'immobilier, elle vient de Maxime, mon mari, qui avait rejoint un réseau de mandataires en 2017. Donc, quand moi, je l'ai rejoint 2 ans après, lui, il avait cette expérience-là du travail de la rentrée de mandat. Donc, en fait, je suis arrivée non pas sur un terrain facile, mais je suis arrivée avec quelqu'un qui déjà avait une notion de le mandat simple et l'exclusivité. Et est-ce que je fais le choix de jongler entre les deux, ou est-ce que je m'oriente vers quelque chose qui a un réel levier d'accélérateur de business en tant que chef d'entreprise et qui a un réel levier de réussite pour les clients? Parce que c'est ça aussi, je pense qu'on va aborder tout au long de l'échange aujourd'hui. Et moi, mon expérience, elle s'est vite orientée sur un mandat simple au tout début pour une raison qu'on verra plus tard et que j'expliquerai. Mais du coup, on est vite monté à 100% d'exclusivité, quoi. Ok, parce que dans son expérience, Maxime, du coup, ton mari, lui avait déjà pris cet ADN de l'exclusivité et du coup, il t'a formé directement avec l'exclusivité. Ouais, c'est déjà venu, naturellement sur le fait d'avoir, je pense, les bons arguments, et quand on est convaincu, on est convaincant. C'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il faut garder en mémoire sur un jeune conseiller qui peut débuter ou quelque chose d'un peu plus expérimenté. Je sais que Anne, on échange beaucoup, même avec toi, Alex, et on voit encore des conseillers expérimentés aujourd'hui se former sur l'exclu. C'est hyper important de le garder, et une fois qu'on a ça et qu'on a vraiment intégré la notion de réussite gagnant-gagnant, client, agence, après, c'est un des meilleurs leviers qui puisse exister. Donc, ouais, j'ai eu la chance d'avoir Maxime qui avait échaudé et tâté 2-3 petites choses avant sur le mandat simple. Et du coup, ça m'a aidé vraiment à avoir des billes pour, à mon tour, pouvoir rentrer les mandats en exclu. Ouais. Ok, d'un point de vue historique, là pour le coup, je vais m'adresser un petit peu plus à Anne. Moi, j'ai débuté l'immobilier en 2012. Lorsque j'ai débuté l'immobilier en 2012, c'est vrai qu'on axait beaucoup la formation sur la relation client, le suivi, comprendre l'acquéreur, comprendre le vendeur. Alors moi, pour le coup, j'ai une identité un peu particulière parce que j'ai débuté à la bourse de l'immobilier qui était contre l'exclusivité. Je dis bien qui était contre l'exclusivité parce que j'ai découvert il y a pas longtemps qu'ils y sont revenus et que leur mandat pro que tout le monde connaissait vient de laisser place à un mandat exclusif. Donc c'est que la philosophie a changé. Moi, comme toi, Anne, en fait, quand
on va dire qu'en 2017-2018, peut-être même en 2016, il y a eu l'émergence de toutes ces agences qui ont créé leur mandat signature. Ça a été le cas avec Corpy, ça a été le cas avec Century 21, et tous ces mandats signature étaient de l'exclusivité. Est-ce que, comme moi, tu fais le constat que l'exclusivité a vraiment eu une émergence dans ces années 2016-2017? Elle a vraiment eu une particularité très importante pour le gain du mandat? Oui, en fait, je corrobore ce que tu dis et je suis en adéquation parce que effectivement, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a entendu parler de plus de notions d'exclusivité. C'est à ce moment-là qu'effectivement, c'est rentré un peu plus dans mon vocabulaire. Avant, c'était en gros mon patron de l'époque et comme beaucoup de patrons, hein, c'était pas forcément ce qui faisait la différence. Dans un contrat de signé finalement. Donc, j'ai pas du tout été formée à ça et je me suis formée à ça beaucoup plus tard. Et je pense que c'est aussi vraiment dans la posture, on va en parler petit à petit, mais vraiment dans la posture qu'on adopte et en fait, nous, en tant qu'agent immobilier, comment on a envie de travailler et quelle est sa vision en fait aussi pour ses clients, etc., qui fait que on change potentiellement de posture, donc on change d'état d'esprit et potentiellement cette notion rentre à ce moment-là dans l'arène, quoi, entre guillemets. Ouais, ok. Donc vraiment pour conclure là sur cette petite parenthèse, on serait ok de dire que effectivement dans les années 2012, on misait beaucoup sur la relation client et sur un petit peu se faire connaître. À partir de 2016-2017, l'exclusivité a beaucoup gagné, a pris de l'importance dans l'évolution du métier d'agent immobilier. Et aujourd'hui, en 2026, il est quasiment impensable de penser immobilier sans y associer l'exclusivité. Pour nous, oui. Après, je sais pas, Anne, je pense que c'est bien d'ouvrir la porte aussi de comment tu vois les confrères sur ton secteur. Moi, j'ai l'impression que on a la majorité quand même des confrères qui fonctionnent sur ce modèle-là, mais on continue quand même de voir des mandats simples, hein, et on continue d'avoir ce travail toujours quotidien de faire intégrer aux clients vendeurs le pouvoir de l'exclusivité en sa faveur, quoi. C'est pas un truc qui est pour acquis. Je pense que le marché, comme vous dites, moi je l'ai pas connu en 2016-2017. Il y a une mouvance, il a changé dans l'état d'esprit, dans la notion, l'état d'esprit du client et l'état d'esprit des professionnels. Mais on voit quand même d'autres façons de fonctionner encore aujourd'hui. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, tous les trois, on n'a pas la prétention d'avoir la science infuse. Et ce qu'on va faire durant cet échange, c'est qu'on ne dit pas que on a la meilleure façon de concevoir. Moi, au niveau de l'exclusivité, je suis un petit peu comme les secteurs. C'est-à-dire que je pratique un immobilier sectorisé et je pratique un immobilier d'exclusivité. Mais pour autant, j'accepte et je conçois que des dizaines d'agents immobiliers en France obtiennent d'excellents résultats sans être sectorisés. Et je conçois également que des dizaines d'agents immobiliers puissent avoir de très bons résultats en évoluant en mandat simple ou en mandat simple plus exclusivité. Simplement, l'objet du live, c'est de se dire aujourd'hui, l'exclusivité, c'est quand même un gage de sécurité pour l'agent immobilier, c'est quand même un gage de confiance pour notre vendeur et ça doit nous rapprocher de la garantie du succès du projet. Donc, l'idée, c'est de voir, pour ceux qui pratiquent déjà l'exclusivité, qu'est-ce qu'on peut leur donner en plus. Pour ceux qui ont envie de le pratiquer, mais à qui il manque certaines techniques ou certaines cartes, on va essayer de leur donner. Et puis ceux qui sont convaincus par le mandat simple, c'est simplement de les challenger et de se dire peut-être qu'on peut faire différemment et qu'en faisant différemment, on peut augmenter les résultats ou pas. En tout cas, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, prenez ce que vous avez envie de prendre, challengez-vous et puis essayez d'améliorer vos résultats au quotidien, c'est ce qui compte. C'est Elodie, je crois, qui nous a fait une petite transition du coup sur le sujet qu'on va aborder, puisque tu nous as parlé de prospection, Anne nous a parlé de posture. La posture, on y viendra juste après, mais quoi qu'on peut associer les deux. Je pense qu'on peut vraiment associer les deux. Ce serait même dommage de les dissocier, mais la prospection, c'est aussi de la posture. La posture en prospection est ultra importante. Alors justement, on considère que le gain d'exclusivité se fait déjà en prospection. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, respectivement, dans vos activités en phase de prospection uniquement pour déjà éduquer à l'exclusivité et vous rapprocher de l'exclusivité? Tu vois, Anne, je sais pas le message que toi, tu peux avoir sur tes différents supports de prospection. Déjà, tu vois, l'anecdote que je voulais raconter et qui va marquer le coup, on en a discuté pas plus tard qu'à midi. Mon premier mandat, c'est un mandat simple.
Je vendais une petite maison sympa quelqu'un que je connaissais dans une copro. Je me suis retrouvée avec 2 acquéreurs, 2 offres au prix. Il fallait bien faire un choix. Un heureux, un déçu. Et en fait, tout de suite, j'ai pensé à mon petit jeune qui était un peu déçu. Je suis allée faire ma pige sur le Bon Coin et j'ai vu que l'appartement qui était la maison qui était deux portes avant était en vente en mandat simple par le vendeur directement. Et du coup, je suis allée lui proposer l'acquéreur. Donc, tu vois, j'ai eu ce levier-là à l'époque qui était un mandat simple, mais qui m'avait permis du coup de réaliser ma première vente. La prospection aujourd'hui, moi, je pense qu'elle doit être multicanale. Et après, je vais être un peu... il faut qu'il y ait une prospection qui vous ressemble. Pour moi, l'exclusivité, elle se discute en rendez-vous client, mais elle ne se vend pas sur l'aspect prospection terrain. Le client vendeur, de par effet historique ou état d'esprit, va avoir une nature à la prudence par rapport à cette notion d'exclusivité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir déjà mettre la posture du professionnel, et Anne, je pense que tu pourras compléter, aguerri, en place sur son secteur, avec des résultats, et déjà qui incite à la confiance et à la rencontre. Et après, à partir de ce moment-là, une fois qu'on est installé autour d'une table et qu'on en est au moment de la découverte du projet, pouvoir discuter des conditions et pouvoir questionner le client vendeur aussi. Moi, je sais que je le fais sur ce mot exclusivité. Qu'est-ce qui vous inspire, quoi. Donc, tu vois, la posture et la prospection, enfin la posture dans la prospection sont intimement liées, je pense. Ok, Anne? Et alors, moi, par rapport à ce que dit Élodie, bien évidemment, au-delà d'être mon amie, je partage complètement cette vision-là, Élo, que tu as. Moi, ce que je pourrais partager, c'est que je dirais que dans la prospection, pour moi, bon, il y a différents types de prospection, mais toute la partie prospection, tu sais, dont on parle sur les biens usés, etc., c'est toujours plus complexe parce que tu arrives souvent en deuxième ligne du projet. Donc, le rapport de confiance, il n'est pas là depuis le début. Pour moi, l'intérêt d'une prospection qui est bien ciblée et qui est faite vraiment de manière efficace, c'est qu'on t'appelle en amont du projet. Et quand tu es au début de la chaîne, c'est beaucoup plus simple que, je prends un exemple, un client que tu rencontres qui a déjà travaillé potentiellement avec 1, 2, 3 agences. Il a peut-être eu des rapports qui ont été plus complexes, justement des rapports de confiance. Et là, quand on arrive un peu plus tard, parfois, sauf quand on vient par recommandation, mais parfois, on n'est pas vraiment dans le bon ordre des choses et c'est compliqué. Donc, pour moi, quand une prospection est bien faite, c'est quand on nous appelle au début du projet, un client même qui a un projet potentiellement de vente et qui va nous appeler à ce moment-là, mais je dirais que le projet, finalement, il est dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Quand on a posé ses jalons dès le départ, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour moi... tout ce qu'on va faire en prospection, donc moi je fais plein de choses diverses et variées, mais tout comme Élodie, donc potentiellement je prends du sponsoring, je prends de la pub dans le journal de la ville, je prends les panneaux JC Deco, donc c'est les gros panneaux d'abribus, enfin ça va être des choses très diverses, mais à partir du moment où on m'a vu là, l'accumulation fait que potentiellement, je vais avoir plus de chances d'être contactée en amont du projet. Et je pense que c'est vraiment là qu'il faut accentuer aussi, et ce que disait Élodie aussi sur le rapport de confiance, parce qu'en fait, dès que on nous a vu 1 fois, 2 fois, qu'on nous a recommandé, le client, il est dans une posture, c'est Anne que je viens voir ou c'est Élodie, parce que vous avez vendu la maison de rue derrière chez moi, parce que mon copain du sport m'a parlé de vous, et parce que je vous ai vu dans telle pub. Voilà, la multiplicité des canaux font que c'est beaucoup plus simple. Et on dit, avant d'être contacté pour un projet, il y a une stat, c'est 7 à 9 points de contact. Donc, ça montre aussi que c'est pas juste quand certains conseillers disent « Ouais, j'ai prospecté. » Ouais, mais tu as prospecté 1 fois, tu as fait 3 rues. Voilà, c'est bien plus complexe que ça. Donc, je pense il faut toujours répéter aussi cet élément-là qui est important et vraiment sur le travail de fond de prospection. Et tu vois, ce que tu dis, Anne, ça fait un lien avec la notion de notoriété. Je pense qu'à un moment... si on veut grossir le sujet, mais il y a potentiellement 2 mots interdits, peut-être pour les jeunes amants immobiliers ou conseillers immobiliers qui font peur, c'est exclu et honoraire. À partir du moment, je pense que ça t'est arrivé aussi, votre travail de notoriété, elle est hyper importante. Forcément, elle passe par la prospection. Et moi, je vous souhaite d'avoir la chance un jour d'avoir un client qui sera tellement convaincu que ces 2 mots-là
et exclus et honoraires, ça leur paraîtra tellement impensable que ce soit pas vous qui fassiez le projet avec eux, que je suis pas en train de vous dire que vous n'aurez pas argumenté pour vous positionner et rentrer le mandat, mais il y aura déjà une bonne partie du chemin qui sera fait. Donc, à cette notion de prospection et de posture, moi, je rajouterai le travail de notoriété pour vous implanter sur votre secteur et faire en sorte que, demain, c'est vous qui appellent, 2, qui vous appellent en amont, et que 3, une bonne partie du chemin de la rentrée de mandat soit faite par cette technique-là et cette méthode-là. Ok, tu parlais de notoriété et de présence. Alors Anne, pour le coup, moi je le savais, mais c'est très bien qu'elle l'ait dit parce que ceux qui la découvrent aujourd'hui ne connaissent pas son travail au quotidien et son travail local. Moi, quand je vous suis toutes les deux, puisque je vous suis sur les réseaux sociaux et que je regarde et que j'analyse un petit peu votre communication, alors j'ai une analyse qui est biaisée, enfin en tout cas j'ai une analyse on va dire à 30% de la réalité puisque c'est essentiellement ce que je vois sur Instagram. Anne, elle a une communication sur Instagram qui est très fidèle à la réalité, c'est-à-dire que sur Instagram, elle communique sur ses sponsors quand elle va voir le club qu'elle sponsorise, elle communique, elle donne de l'éducation à ses clients sur des articles, par exemple. Enfin, c'est très fidèle à ce qu'elle vient de nous dire au final. Toi, Élodie, je te vois beaucoup plus communiquer sur la mise en avant de tes équipes, la mise en avant des biens que vous vendez, que vous disposez à la vente. Ce qui m'intéresserait, Élodie, ce serait de savoir justement en local. On rappelle que toi, tu es implanté du coup à Lyon, hein, c'est ça ouais, sud-est de Lyon et nord de l'Isère, entre Lyon et Vienne, pour faire simple. Ok, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir justement, puisque moi, si je reprends ce que dit Anne, on est ok que le levier numéro 1 de l'obtention de l'exclusivité, c'est la recommandation. À partir du moment où on est recommandé, forcément, on est dans une position, dans une posture qui fait que on peut dérouler et se rapprocher facilement de l'exclusivité. Mais le levier numéro 2, c'est d'être choisi. Et c'est d'être choisi justement grâce à ce qu'on a véhiculé sur notre secteur. Donc toi, qu'est-ce que tu mets en place sur le terrain pour essayer d'être l'agent immobilier choisi parmi toute la masse qu'il y a, que ce soit comme pour Anne du côté du Plessis-Robinson ou Paris plus généralement, et toi à Lyon et sa banlieue, quoi. Je pense que la notion de prospection, on en a parlé, on en reparlera, elle est essentielle. S'il y a bien quelque chose qui doit faire partie du quotidien hebdomadaire de l'agent immobilier ou de l'agence, c'est cette notion de prospection. On a parlé de multiplicité des canaux de prospection. Moi, comme Anne, je prends souvent la référence à un film, c'est Divergence, ou je sais plus quel est le nom, où en gros à la fin, c'est un match de football américain, il y a un numéro qui sort et en fait tout au long du film, ils ont promené les personnes dans le public pour se rattacher à ce numéro. En fait, l'idée, c'est ça, c'est d'être à la fin le numéro qui ressort. Et pour faire ça, c'est comme disait Anne, faut planter les graines un petit peu partout. Donc, nous, on fait du flyer, on fait de la pige, chose qu'on n'a pas fait à une époque. Mais comme on le sait, le marché s'est un petit peu été bousculé quelques années en arrière. En tant que bon agent immobilier, vous mettez à votre profit toutes les ressources que vous puissiez avoir. Nous, on n'a pas JC2Co en termes de panneaux, mais on a des gros panneaux routiers 4x3 aussi qu'on utilise. On a des outils en interne qu'on va pas forcément, des newsletters, ce genre de choses. Voilà, on essaie de couvrir les différents leviers qui sont à notre portée. Les réseaux sociaux, tu en as parlé, Alex, qui est un gros levier, le sponsoring, les partenariats, pour donner de la visibilité à notre marque, pour donner de la visibilité à notre équipe, et pour que demain, le jour où il faut vendre, ça soit Bouco Immobilier ou Mogé Immobilier qui ressortent de la tête des clients. Ok. La visibilité aujourd'hui dans la prospection, ça fait partie des objectifs numéro 1 de tout le monde, que ce soit Anne avec ses trois enseignes ou toi, Élodie, avec ton enseigne, comme tous nos confrères. Tout le monde cherche la visibilité. Donc, à un moment donné, tout le monde en donne, tout le monde va dans ce sens-là. Est-ce que vous avez une action particulière dans laquelle, en plus de la visibilité, vous allez rechercher un petit peu à éduquer le client ou à le séduire différemment, à faire d'autres choses que vos confrères ne font pas? Est-ce qu'il y a une chose que vous avez tenté? Moi, je sais qu'à l'époque, par exemple, quand j'avais mes agents, je faisais des lives. Je faisais des lives pédagogiques sur Facebook sur lesquels je discutais du marché immobilier, je donnais les tendances aussi de financement pour sensibiliser au pouvoir d'achat de l'acquéreur. Et à la fin, je terminais toujours par 4-5 minutes sur l'exclusivité, histoire de. Est-ce que vous avez tenté des choses comme ça que vos confrères ne faisaient pas ou pour essayer de vous démarquer justement en prospection? Élodie, tu as un truc à partager? C'est que je discute pour te laisser le temps de réfléchir. Non, parce que je pense à des choses, mais… Vas-y, du coup. Moi, concrètement, je dirais que la partie, je trouve, sponsoring est un petit peu quelque chose de différenciant.
On fait un peu de mécénat aussi, donc auprès d'associations type on a des clients qui font de la recherche contre le cancer, etc. Donc on s'est mis aussi dans des associations, bon déjà parce que ça nous tient à cœur niveau santé. Et puis c'est toujours une façon de connaître d'autres milieux du monde. Donc il y a, je dirais, le côté mécénat et sponsoring. Donc nous on est très sportifs, donc le côté voilà, sponsoriser le club de volley et le club de foot de la ville, pour nous ça a de l'intérêt. Et puis on se voit dans un autre cadre, donc c'est sympathique, et il y a moins cette notion de business. Moi c'est vrai que même quand j'ai pu former des équipes, je dis toujours, il faut pas, bien sûr qu'en prospection on est dans une attitude forcément où on est là pour montrer qui on est et aller dans une démarche de business, mais en fonction de qui on rencontre et comment ça se passe, l'idée n'est pas systématiquement d'être dans une démarche très très proactive. Donc là dans le cadre sportif, en fait, c'est un échange entre personnes lambda, et puis chacun va parler de son activité, mais c'est dans un cadre différent aussi. Donc, je trouve que c'est sympa, et on a eu du business, mais je dirais plus largement, mais je dirais vraiment fait autrement. Donc, je trouve que c'est une démarche qui est vraiment différente. Par contre, ça a un coût. Donc, même pour plusieurs conseillers qui sont venus me voir en me disant « Anne, combien ça te coûte ?» etc. C'est des montants qui sont importants. Mais franchement, le retour sur investissement, il est là. Maintenant, comme on dit souvent sur les investissements qu'on fait, c'est sûr que ça a un coût au départ, mais souvent, on le récupère derrière. Et nous, sincèrement, tous nos investissements qu'on a fait, bon là, par exemple, on fait aussi les sacs à pain, on fait des sacs à pharmacie, c'est des montants aussi importants, mais c'est de la visibilité qu'on crée sur la durée. Donc, en fonction de comment on s'inscrit aussi, je trouve que c'est intéressant. Mais en tout cas, cette démarche de sponsoring mécénat, je trouve qu'elle est cool aussi. On passe en plus des moments agréables, et je trouve que c'est intéressant pour le business dans une certaine mesure. Ok, merci Anne. Ouais, je te rejoins, Anne, sur les leviers de communication différenciants. Tu vois, on a des consoeurs, et je prends l'exemple aussi de ce qu'on a autour de nous. On a des consoeurs, nous qu'on n'a pas fait encore, mais qui diffusent au cinéma, tu vois. Et on sait que c'est un coût plutôt important, mais je trouve que du coup, l'approche, elle est quand même assez différenciante pour. Moi, j'ai des villes où c'est un petit peu en campagne, tu vois. Donc, elles se sont démarquées via ce biais-là. Et du coup, je trouve que c'est une sacrée pub, et que du coup, elles ont pas mal de visibilité. Je te rejoins sur la notion des panneaux, où c'est un sacré investissement, mais je pense que ça marche vraiment. Et la notion de sponsoring, nous, c'est pareil. On est pas mal implanté sur tout ce qui va être le milieu sportif autour de nous. Ce matin, on a reçu le club de rugby d'à côté. Ils sont venus nous remercier du partenariat. Et si je dois voir l'aspect différenciant, parce qu'on n'est pas les seules agences à être impliquées en local, mais l'aspect différenciant pour moi, à mon niveau, c'est d'essayer d'engager mon équipe aussi dans une action de oui, on va être sponsor d'un point de vue financier, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vraiment être présent et dissocier, comme tu disais, un petit peu l'aspect business, parce que ça se fera naturellement. En fait, si vous êtes contacté par le club de foot du coin ou le basket ou autre, c'est qu'à un moment, il y a un affect, il y a des valeurs qui fait que oui, vous êtes l'agence immobilière un peu cotée et qu'ils aimeraient bien vous avoir, mais s'il n'y a pas une question de valeur, ou si on ne le sent pas, on va pas collaborer ensemble, quoi. Donc moi, j'essaie aussi de faire en sorte que sur les événements locaux, mon équipe soit impliquée sur de la présence, sur du temps, sur la participation à une épreuve sportive. Et ça, du coup, je trouve que ça renforce le lien et ça renforce la notoriété et la visibilité. Bien sûr, d'autant plus que j'imagine que quand Anne elle se rend au club de volley le vendredi ou le samedi soir, elle y va pas avec sa casquette d'agent immobilier, elle y va en famille, elle rencontre du monde, elle passe un bon moment, et comme tu le disais, comme tu le soulignais très bien, Élodie, ça se fait naturellement. Ma question sur les éléments différenciants, elle est importante, parce que je pressens que la prospection immobilière, elle va changer. Demain, il est évident que pour des raisons écologiques, le flyer papier sera interdit. Quand, je sais pas, mais ce sera bientôt interdit. Aujourd'hui, on est quand même très, très, très limité par rapport aux appels qu'on peut passer en pige téléphonique, et demain, ce sera encore plus encadré. Après-demain, toute l'utilisation qu'on fera de l'intelligence artificielle, elle devra aussi être très transparente.
Enfin, en tout cas, voilà, la prospection et les phases de prospection vont un petit peu changer. Et il est peut-être temps aujourd'hui, en 2026, de se dire, si dans 2 ans, on m'interdit ça, qu'est-ce que je peux tenter pour quand même me rapprocher de ma clientèle et pour me différencier, quoi. D'autant plus que ce qu'on recherche, c'est bien évidemment d'être choisi. Merci en tout cas pour ces petits tips. Vous qui nous écoutez, alors si on n'a pas les moyens d'investir dans du sponsoring, parce que comme le disait Anne, c'est quand même un budget conséquent, mais après c'est des choses qui peuvent être faites en équipe, hein. Il y a énormément d'équipes de mandataires chez IAD ou chez Safety. Si tout le monde y va de sa petite participation, au final il vaut mieux avoir une communication d'équipe plutôt étoffée que peut-être communiquer chacun de son côté 100 €, quoi. Donc n'hésitez pas aussi à cumuler vos investissements pour faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant et avec une meilleure visibilité. On est OK sur cette partie prospection qui est hyper importante dans le gain de l'exclusivité. On va s'intéresser maintenant, du coup, avant le rendez-vous. Moi, il y a une question que j'aime bien poser. Est-ce que avant le rendez-vous, donc on a établi le rendez-vous avec Monsieur Dupont qui aura lieu dans 48 heures, est-ce qu'il y a des choses que vous faites en amont de ce rendez-vous ou est-ce que tout démarre pour vous dans le rendez-vous? Et il n'y a pas de question piège, chacun évolue comme il veut, mais c'est juste histoire de savoir si vous faites des actions particulières avant votre rendez-vous ou si vous attendez le départ du rendez-vous pour mettre en place votre stratégie. Moi, ça va dépendre du bien et du premier relation que je vais avoir au téléphone avec le client. OK. Ça va dépendre aussi de ma zone de confort par rapport à la typologie de bien et du coup la personnalité du client que je vais rencontrer. Parce que je pense qu'au téléphone, déjà, on a une première idée de la typologie de client qu'on va découvrir en rendez-vous. Et après, sur la notion de zone de confort par rapport au bien, est-ce que c'est une zone que je maîtrise sur le bout des doigts ou est-ce que c'est une zone sur laquelle je suis un peu plus challengée et du coup, je vais avoir tendance à préparer mon rendez-vous en amont. OK. Si tu le prépares, tu fais quoi concrètement? Du coup, vu que j'ai les infos déjà au préalable sur l'adresse du bien, la typologie, 2-3 éléments, je vais commencer à aller faire mon travail de recherche un petit peu sur les biens vendus et les biens à vendre pour arriver déjà avec une pré-idée pour cadrer les choses par rapport aux attentes du client, notamment sur la partie prix. D'accord. Anne, de ton côté, est-ce qu'il y a des actions particulières? C'est un peu comme Elodie, c'est-à-dire que déjà au téléphone, bien sûr, je qualifie un peu le projet avec le client. Je lui demande comment il nous a connus. Parce que c'est pareil, ça me donne des indices entre, je prends un exemple, c'est Madame Machin qui m'a parlé de vous, ou alors je vous ai vu sur les panneaux publicitaires, ou enfin voilà, savoir comment il nous a connus, parce que ça c'est un bon indicateur aussi. Je qualifie déjà le projet et tout comme Elodie, souvent j'ai déjà une base avec ce qui s'est vendu autour, donc je vais déjà avec quelques infos, sachant que moi je fais encore du R1, R2. Globalement, je parle de ça à 90%, je fais quasiment que du R1, R2, mais en amont, j'ai ça et j'essaye au maximum aussi de poser des questions ouvertes par rapport, entre guillemets, au projet du client pour savoir si c'est un projet à court terme, qu'est-ce qui le motive, etc. Enfin, pour avoir le max de billes et cerner un petit peu qui c'est, quoi. Ok, on fait une petite parenthèse, tu parlais de R1, R2. Elodie, tu pratiques de la même façon en R1, R2? Non, moi j'ai tendance à faire un one-shot. En fait, l'idée de préparer le rendez-vous en amont, encore une fois, je fais pas, mais j'ai tendance à aborder le prix, à rendre l'estimation sur place au premier rendu. Je fais une aparté, mais quand on se rend rendez-vous d'estimation, même si la découverte elle est hyper importante, tu vois, t'insistais sur les questions ouvertes et je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut faire défaut à l'agent immobilier parce qu'on sait qu'on est là pour convaincre, mais on sait pertinemment que ce qu'attend le client en face, c'est le prix. Donc, moi, je garde un peu ça en trame de fond sur oui, on va passer un bon moment. Oui, je vais vous expliquer les avantages au fait qu'on travaille ensemble, mais je sais que son attente, ça sera ça. Donc, encore une fois, j'ai la maîtrise de mon secteur qui me permet d'avoir cette position-là et de lui donner le jour J ce qu'il attend. Par contre, en tant que professionnel un peu expérimenté, je ne m'engagerai pas à partir du moment où je suis pas sûr de moi et j'expliquerai au client que j'ai besoin d'un temps en décalage pour travailler un petit peu plus en détail le projet. Dans ces cas-là, je fais 2 rendez-vous. Ouais.
Ok, donc dans la mesure du possible, vraiment ta préparation du rendez-vous, elle est concentrée sur le recueil des informations du marché, ce qui s'est vendu. Tu essayes déjà de placer un petit peu le bien dans le marché immobilier pour pouvoir justement aborder le prix dès le premier rendez-vous. Chose que, si le R1, R2 existe, c'est parce que souvent, lors du R1, on n'est pas en mesure de déjà parler du prix sans se mettre en difficulté parce qu'on n'a pas toutes les analyses, ce qui est normal. Hein. Moi, j'oppose pas du tout les deux méthodes de travail. Elles doivent correspondre à chacun et je pense qu'elles se font en fonction du ressenti du projet. Ça, c'est une évidence. En fait, c'est ce que j'allais dire. Tu as ouvert à un moment la porte à ce qu'on partage aujourd'hui. C'est pas la technique qui va convenir à tout le monde et surtout faites ça. Prenez-le pour argent comptant. C'est aujourd'hui, Anne et moi, on a 2 zones géographiques différentes, 2 expériences en termes de longévité dans le métier différentes. On se rejoint sur plein de choses sur la manière d'aborder nos clients, d'en prendre soin, de bien les accompagner dans leurs projets. Mais après, heureusement, on fonctionne pas pareil pour tout. Cette notion-là de je me sens à l'aise de pouvoir construire le prix sur place avec le client, elle vient par le nombre de biens vendus, elle vient par l'expérience. Et c'est hyper OK de se dire, moi, ma façon et peut-être mon caractère différenciant, c'est de dire, je prends un premier rendez-vous, on va juste faire les présentations, on va regarder comment on est prêt à travailler ensemble et on se voit dans un second temps pour le moment important qui est la remise du prix. C'est hyper ouvert en fonction, encore une fois, de l'expérience du conseiller aussi et de son envie et de fait d'être aligné avec cette façon de fonctionner. Ouais, du coup, il n'y a pas trop de notion c'est pas figé. La méthode n'est pas figée. Il y a plutôt une notion d'agilité en fonction. C'est aussi un ressenti. Hein, l'immobilier, c'est un feeling, c'est une perception. C'est un petit peu la beauté de notre métier. C'est que il n'y a jamais eu une seule façon de pratiquer l'immobilier et d'obtenir du résultat. Chacun a son propre feeling, sa propre vision. Donc c'est un métier qui permet justement d'essayer des choses et de se donner aussi du temps pour agir. De toute façon, tu peux pas être figé, avoir un cadre dans un métier où tu fais de l'humain. Tu as forcément ce que va te renvoyer le client vendeur à un moment. Je pense que Anne, dis-moi si je me trompe, mais quand tu arrives chez le client, tu as peut-être ta façon en estimation de te dire, je commence par quoi? Je fais d'abord le tour de la maison ou je découvre mon client? Moi, j'ai mon scénario qui est rodé, mais des fois, tu arrives et le client, il a son scénario qui est rodé à lui et tu te rends compte que ce client-là, tu peux pas avoir ta méthode à toi parce que sinon, tu n'auras pas le rendez-vous, tu n'arriveras pas à mettre en confiance, quoi. Exactement, ça se passe pas comme prévu, ou tu sens qu'à ce moment-là, il n'est pas prêt à entendre ça, ou ça peut pas se passer de telle manière. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et même si moi, j'ai ma méthode qui a évolué, bien évidemment, en 20 ans, heureusement pour moi. Mais concrètement, oui, moi aussi, j'ai, on va dire, une méthode, mais je m'adapte en fonction de chaque client. Après, ce qui est intéressant, c'est que moi, pourquoi j'aime bien encore faire du R2, parce que sur mon R1, j'aime bien avoir cette notion d'échange, mais encore une fois, je suis d'accord avec toi, Elodie, on est là pour rendre un prix. Hein, a priori, on n'est pas là pour se faire des potes. C'est plus sur le côté que j'aime bien et surtout pratiquer, et je trouve que c'est encore plus de sens en ce moment, c'est toute la partie, entre guillemets, pédagogie. Parce que j'aime bien savoir le client à quoi il s'attend, si on lui a déjà rendu des prix, etc. Parce que moi, ça me permet déjà de faire tout un travail pédagogique. Si, par exemple, je vois qu'on ne va pas du tout être aligné sur le prix parce qu'il est encore sur les prix de Covid, je vais avoir cette notion déjà d'échange autour de ça, en enrobant, etc., pour, en arrivant au deuxième rendez-vous, être plus dans le sujet du prix. Alors, moi, j'aime bien toujours co-construire, mais en tout cas, je trouve personnellement, encore une fois, moi, ça matche mieux comme ça. Parce que on a, du coup, ça laisse un petit peu de temps pour digérer, pour comprendre, pour voilà. Et quand justement, d'entrée de jeu, je sais qu'ils ont déjà eu des prix qui ne sont pas du tout en adéquation, le fait déjà de faire ce travail-là, parce que j'ai essayé à un moment donné de faire du R12, donc R1, R2 combiné, et franchement, moi perso, ça ne matchait pas. C'était pas moi, hein, c'est parce que voilà, encore une fois, je pense que je me l'étais pas approprié. Mais tu l'as testé et l'essentiel est là, c'est que peut-être que même après 15 ou 16 ans, je sais pas quand est-ce que tu l'as testé dans ta carrière, mais même après 15 ou 16 ans d'activité, qui t'ont quand même apporté certaines convictions, t'as pas hésité à te challenger, à essayer. Oui, bien sûr. Et je le fais encore, hein, quelquefois, ça m'arrive de le faire parce que ça matche bien et que c'est. Et parce que même moi, en gain de temps, c'est beaucoup mieux. Hein. Mais en tout cas, je trouve qu'au vu de la conjoncture et de la concurrence, aujourd'hui, c'est comme ça que je vends le mieux mes services.
Ok. Puis on reste des commerciaux, repartir avec les clés sorties du mandat, c'est quand même grisant. Bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, la simple précaution qu'il faut prendre, le seul danger dans le R1, R2, c'est que effectivement, un mandat exclusif se signe entre mon R1 et mon R2, et pour le coup, mon R2, il s'annule, et là, ben, il n'y a plus de machine arrière possible, quoi. Donc, ouais, donc mais voilà. c'est là où je pense que, alors Anne a l'expérience, mais même les conseillers qui nous écoutent, c'est là où il faut que vous soyez bien entourés pour faire en sorte que ce R1, c'est vraiment l'apéritif et que le client, il ait qu'une envie, c'est vous revoir. En fait, c'est ça l'enjeu du coup entre le R1 et le R2. Et comme tu dis, Anne, tu vois, tu es venue planter la graine qui fait germer une idée qui n'était pas celle que le client vendeur il avait au moment où il t'a ouvert la porte, qui fait que ça va le bousculer dans ses retranchements sur le prix, sur l'exclu, sur les zonos, sur les services d'une agence, sur plein de choses, et que à un moment il aura peut-être germé une prédécision sur une agence qu'il avait rencontrée avant, mais il va quand même te recevoir en fait. Exactement, et avoir cette notion justement de il a envie de travailler avec nous, et c'est nous qui, grâce à la posture, lui donnons envie, qu'il ait envie de dire bah, c'est avec eux que j'ai envie de bosser, point, fin du game. Ok, très bien. On ferme cette parenthèse R1, R2 qui était très intéressante pour le coup, et je suis sûr qu'elle va animer pas mal de discussions. Donc on met de côté, voilà, R1, R2. Par contre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on est bien ok, Elodie, et je suis bien conscient qu'il y a une notion d'agilité et que tous les rendez-vous ne se pratiquent pas de la même façon, même si on a notre trame. Mais d'un point de vue général, dans votre méthode d'évolution au quotidien, dans votre méthode d'appréhension des rendez-vous, à quel moment vous abordez le sujet de l'exclusivité? Je vous demande pas de me détailler justement toute la chronologie de votre rendez-vous, mais est-ce que vous avez un moment particulier pour aborder l'exclusivité? Tu veux y aller? Ben, vas-y. En fait, je pense qu'il y a deux leviers. Oui, moi, à un moment, j'ai mon moment, en gros, ben, quelle est la stratégie à adopter pour qu'on envisage de travailler ensemble. Mais des fois, je suis un peu prise de court par les clients qui commencent le rendez-vous, puis tu as un moment au milieu du rendez-vous, au fait, je vous ai pas dit, je veux pas d'exclus, quoi. Ah, bah c'est bien, parlons-en. Mais non, stratégiquement, en fait, je pense que forcément, il y a cette notion de découverte du client qui est hyper importante. Et je rebondis à nouveau sur la notion de découverte client-vendeur et de questions ouvertes. En fait, je pense qu'à un moment, l'idée, c'est de venir à faire en sorte que ça soit naturellement dans l'entretien le client-vendeur qui vienne aborder cette notion d'exclusivité par lui-même. Moi, j'essaie de les emmener à faire en sorte que ça soit eux qui viennent me dire à un moment, ben, comment vous fonctionnez. Parce que du coup, c'est eux qui se seront intéressés à qu'est-ce qui fait la réussite de l'agence. Et moi, j'essaie de le transformer par ce biais-là. Ok, du coup, tu le matérialises comment? On considère que la découverte du client et de son projet est déjà faite, que tu as découvert le bien et que maintenant tu es justement dans la discussion qu'on va appeler la discussion commerciale, en fait, qui a pour but maintenant de closer. Comment ça se matérialise? Si toi, tu ne le mets pas en place comme ça de façon abrupte, comment tu emmènes le client justement à poser ce type de questions? Par la discussion ouverte, de savoir en gros quelle est la stratégie qu'ils ont en tête par rapport à leur bien. Alors des fois ils comprennent, mais des fois ils comprennent pas. Quand ils comprennent pas, généralement c'est qu'ils ont une idée bien arrêtée sur l'exclu. Et là je vais venir leur poser la question de savoir s'ils savent contractuellement parlant qu'est-ce qui s'offre à eux si demain ils veulent faire le choix de travailler par une agence pour avancer sur leur projet. Et surtout ma question sur l'idée de les laisser s'exprimer, parce qu'en fait le message de l'exclusivité, l'agent immobilier a tendance à le ramener qu'est-ce que ça apporte à l'agence de travailler en exclu. Ce qui va être important, c'est de savoir transformer ce message-là sur qu'est-ce que ça apporte au client en priorité. Et après, moi, j'ai pas de problème avec ce mot-là, ni avec le mot honoraire, et je vais poser la question, qu'est-ce que vous entendez derrière le mot exclusivité? Et en fait, c'est pour ça que j'ai pas de méthode précise et de réponse en te disant, je dis ça à tel moment. C'est le client qui va me permettre d'avoir les arguments. T'en as certains qui vont entendre, je vais être verrouillé, je vais pas pouvoir faire ce que je veux, c'est souvent le discours, ni vendre par moi-même. Et si demain on n'est pas d'accord, on va être lié. Et après, l'idée, c'est de détricoter en fonction de ce que le client vendeur va te mettre contre-argument, entre guillemets, au départ. Ok, si j'essaye d'analyser ce que tu dis, en gros, ça veut dire que tu n'es pas l'agent immobilier qui, à la fin de son rendez-vous,
va sortir sa plaquette commerciale et va dérouler tous les services et tous les bienfaits des services pour l'exclusivité. Tu es plutôt du genre à te dire, un petit peu comme dans la notion du son casse, faire parler le client pour aller déceler vraiment ce qui pourrait coincer et traiter uniquement ce qui coince. Allez, tu essayes de déceler directement l'objection avant qu'elle soit traduite même par le vendeur, c'est bien ça? Ouais, parce que tu te rends compte que des fois, toi, tu arrives avec un a priori de je bosse en exclu et tu penses que le vendeur va avoir cet a priori de l'exclusivité. Et à un moment dans le rendez-vous, ça va sortir que non, mais de toute façon, moi, je sais que je passerai que par une agence. Du coup, tu vois, tu n'as pas besoin de sortir ton argumentaire que tu t'étais dit à un moment, il va falloir que ça vienne dans la discussion. Donc, j'essaie vraiment de me servir comme levier du vendeur en tant que tel pour que ça soit lui qui aborde le sujet. Et pour après, oui, comme tu dis, à la méthode du son casse, venir vraiment répondre à ce que lui, il entend derrière ce mot exclusivité. Ok. Anne, du coup, toi, dans tes méthodes de rendez-vous, dans l'application de tes rendez-vous, comment tu pratiques? Moi, je suis plutôt effectivement de cette team-là, c'est-à-dire que même si j'ai une méthodo avec moi, je rends un book, etc., je vais m'adapter vraiment au profil du client. Donc déjà, le client qui est au téléphone me dit directement, je voulais vous dire, y a pas de, je veux pas travailler en exclusivité. Alors soit en fonction de comment semaine l'entretien est mené, je lui dis, bah écoutez, ça tombe bien parce que moi je travaille qu'en exclusivité et puis, mais on en discutera. Enfin, en fonction de comment ça se passe. Hein. Soit je ne dis rien. Et je lui demande tout bonnement, un peu comme Élodie, c'est-à-dire, vous, qu'est-ce que vous aviez prévu pour votre bien? Est-ce que vous connaissez les différents types de mandats? Enfin, j'essaye de poser des questions qui sont objectives pour tout bonnement comprendre lui. Donc, s'il me dit, oui, je connais les différents types de mandats, je veux surtout pas travailler en exclusivité. Là, je vais creuser pour comprendre pourquoi. Ou tout bonnement au début, quand ils me contactent pour ceux qui me disent je veux pas d'exclusivité, c'est tout bonnement de comprendre pourquoi. Mais c'est vrai que ces éléments-là, je préfère les faire en face à face. Mais c'est assez classique qu'on ait ces retours-là, même si soit on a des clients qui veulent pas du tout d'exclusivité parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, ou ceux à qui on a dit surtout ne confie pas de biens exclusifs, et en général, ça c'est des objections très faciles à lever. Donc globalement, en fait, j'essaye vraiment de comprendre son besoin et qu'est-ce qui se joue en lui pour que j'explique très clairement que moi, de toute façon, un client qui me dit je veux travailler avec plusieurs agences, ça ne sera pas moi. Et dans cette notion d'exclusivité, j'ai toujours un taux, entre guillemets, de casse. Et je me dis, là, c'est OK, je prendrai ce mandat. Donc, même si je travaille comme mandat exclusif, j'ai quand même, dans l'année, 2-3 mandats simples que je prends pour diverses raisons, soit parce que je le veux absolument et que je pense que j'ai de clients, etc. Et que je sais qu'avec mon vendeur, ça ne matchera pas pour plein de raisons et qu'il est complètement fermé à ça, et j'y vais quand même. Et c'est OK, c'est complètement analysé et OK. Donc, j'ai un taux de casse par rapport à ça. Voilà, je suis prudente, je dirais, sur mes analyses pour justement pas tomber à côté et bien analyser ce qui se joue en lui, en tout cas sur le mandat exclu. Mais moi, je suis très à l'aise sur cette posture-là. Et moi, j'ai beaucoup d'idées reçues aussi de personnes que j'ai pu accompagner qui me disent « Mais moi, ça fait qu'1 an ou 2 ans ou 3 ans que je fais de l'IMO, j'ai pas tes années d'expérience. Donc moi, en gros, je veux pas vendre une exclue. » Mais moi, je dis ça, c'est des idées reçues en fait. Peu importe le nombre d'années que tu as et le bagage que tu as, si à un moment donné, toi, tu décides dans ta posture de ne travailler 100% en mandat exclu parce que tu es aussi conscient de ta valeur et de la valeur que tu as apportée à tes clients, c'est parfaitement OK. Donc, je pense que ça, c'est aussi une notion importante à souligner. Je ne sais pas si je ne spoile pas la suite, Alex, tu me dis. Non, pas du tout. Après, juste de façon un petit peu plus concrète, parce que ça peut sembler facile pour celui qui nous regarde ou qui nous écoute. Quelqu'un qui nous dit moi, je veux travailler avec plusieurs agences, de lui répondre ce ne sera pas avec moi. Ça, c'est la façon un petit peu simpliste de résumer la chose. Mais de façon concrète, comment toi tu l'argumentes et comment tu le transmets à ton client? Parce que savoir dire non, c'est une des qualités et c'est aussi une phase de protection de l'agent immobilier, de protection de son travail. Donc, comment toi, tu articules cette phase-là, justement, de façon concrète? Tout à fait. Le client qui me dit qu'il veut absolument travailler avec 3 agences, je lui demande pour quelles raisons. Et du coup, alors, vous me dites que vous voulez travailler avec 3 agences, mais par rapport à quoi? Quelles en sont les raisons? Donc là, il va m'expliquer tout un tas de choses. Et après, j'essaye au fur et à mesure,
comme un entonnoir, hein, mais de le mettre aussi face à ses contradictions, parce que donc pour vous, c'est mettre plus de chances de votre côté que de travailler avec 3 professionnels. Donc, si vous voyez 2 maisons identiques sur les supports Internet avec potentiellement 2 prix différents, etc., en fait, pour au final lui dire, est-ce que selon vous, c'est la meilleure stratégie? Et au final, qu'il comprenne de lui-même. Et donc, voilà, à la fin, lui dire, est-ce que selon vous, c'est la meilleure stratégie? Et s'il reste convaincu de ça, de lui dire, mais justement, par rapport à ce que vous me disiez, est-ce que pour vous, la qualité sera aussi au rendez-vous? Et est-ce que c'est la meilleure façon de vendre votre bien? Donc, moi, j'y vais vraiment là-dessus. Et si, in fine, je sens, au final, je sens que c'est complètement perdu, et que le client, il n'entend pas, je lui dis que je respecte complètement sa décision, mais qu'en tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai prévu de travailler, et par respect pour son bien et pour le travail qui sera fourni derrière. Ok, donc pour le matérialiser, c'est vraiment, tu établis 2 scénarios, le scénario de l'exclusivité qui mène au succès, le scénario de la non-exclusivité qui mène un petit peu plus à ce qui pourrait s'apparenter à du brouhaha immobilier, en insistant sur le fait que toi, ta stratégie est vouée à l'exclusivité, mais que tu comprends sa vision des choses et que s'il veut rester figé sur la multiplication des agences et des intermédiaires, tu ne feras pas partie de cela. Exactement. Et je peux aussi donner des success stories, en tout cas des témoignages en disant rue Untel, cette maison-là, en montrant en fait. Et en montrant celle-ci, typiquement, qui a été en mandat simple, voilà ce qui s'est passé derrière dessus. Ok. Elodie, est-ce que tu pratiques de la même façon? Est-ce que toi, tu as une façon plus particulière de faire ce transfert de responsabilité ou de confronter le client à l'exclusivité? Ouais, je pense que tu vois la notion d'exclus, si tu fais un autre lien, c'est le client qui est fermé sur je veux pas d'exclus, c'est un peu et généralement on les retrouve, c'est les mêmes, c'est le client qui dit je comprends pas, moi je suis sûr que mon bien il vaut ça, et puis toi t'es l'agence et t'es un peu au-dessous, tu vois. Généralement t'as un peu les mêmes profils qui sont intimement convaincus qu'ils veulent pas. Et là où je rejoins Anne, c'est que cette notion de je détricote le mot exclusivité pour comprendre l'a priori, donc pour le coup, a priori qui peut être positif ou négatif, mais négatif derrière ce mot-là, le client, des fois, il sait même pas pourquoi, en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu déstabilisés quand vient ce moment-là où, quand tu leur poses la question, du coup, c'est quoi la stratégie que vous avez en tête pour la commercialisation de votre bien? Et du coup, ça les perturbe un peu parce qu'ils voient pas de quoi on parle. Et du coup, quand on vient aux mots-clés, en fait, souvent, ils veulent pas l'exclu parce que, comme tu dis, Anne, on leur a dit qu'il fallait pas d'exclu, mais ils savent pas pourquoi, c'est pas fondé. Donc, je pense qu'avant de dérouler vraiment un argumentaire qui peut être transmis en formation, si vous êtes en agence ou en réseau, avec quelque chose d'un peu structuré pour vous aider à vendre l'exclu, c'est comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que avoir l'argument de l'exclu, c'est bien pour toi, monsieur le client, mais partir sur une notion de ça va rendre votre bien unique, alors que lui, ce qu'il veut surtout pas, c'est être enfermé avec une agence pendant 3 mois. L'argument, en fait, il va pas vous aider à avoir ce rapport de confiance sur c'est la bonne agence et la façon de fonctionner pour mon bien aujourd'hui, c'est cette notion d'exclusivité. Ok, moi j'ai toujours eu ce tempérament d'être. En fait, moi je suis pas quelqu'un qui argumente beaucoup. Je suis vraiment quelqu'un qui essaye de déceler l'objection qui va venir pour essayer de faire mouche. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est ressorti dans beaucoup d'études. Je me rappelle de l'étude qu'avait menée Romain Cartier avec Jean David sur les agents. Les commerciaux d'élite, là. Ouais. Voilà, et justement, une des choses qui sortait dans ces fondamentaux d'activité de ces agents d'élite, c'est qu'ils étaient très à l'écoute de leurs clients et qu'ils savaient faire parler le client pour déceler justement le besoin et ce qui pourrait être une contre-indication à l'exclusivité. Donc vraiment, si vous êtes en recherche d'exclusivité, le conseil numéro 1, c'est toujours, avant de vous vendre et même de vous survendre, parce que certains agents immobiliers en font trop justement dans cette étape-là, écoutez d'abord le client pour déceler quels sont leurs besoins. Elodie, elle a juste dit quelque chose d'intéressant sur le côté justement que souvent l'agent immobilier ramène l'exclusivité à lui. Et ça, je trouve que c'est une notion très intéressante parce qu'on a plein d'arguments pour montrer quels sont les avantages pour le vendeur, pour l'acheteur et pour l'agence. Mais je pense que c'est très intéressant que chaque conseiller puisse noter ou en tout cas se dire
bah, potentiellement, c'est quoi tous les avantages de l'exclu pour les 3 parties? Et croyez-moi, il y en a un paquet. Donc, je pense que ça, c'est très important parce que si on ramène tout à notre petite personne, le client, il s'en fout. Et encore une fois, si on lui parle bénéfice client, mais aussi prisme acheteur, on a plus d'impact que si on parle juste pour soi en disant je veux le mettre dans ma vitrine, quoi. Bien sûr. Tu as parlé du son casse, Alex, je suis désolée, je te coupe, tu as parlé du son casse tout à l'heure. Il y a l'autre méthode qui est la méthode CAP, caractéristique, avantage, preuve. Et pour rebondir sur ce que tu disais, il faut vraiment que vous réussissiez, vous tous, agents et conseillers, à avoir ce shift-là de l'exclusivité pour mon vendeur, pour mon acheteur. C'est quoi les caractéristiques, comment je le défends, comment je le prouve et qu'est-ce qui va dans leur sens. Et puis l'agence, si vous êtes capable de faire ça déjà, le bénéfice pour l'agence, vous êtes censé être convaincu de comment et pourquoi l'exclusivité, ça vous aide. Mais le discours du client, il doit vraiment sentir que l'exclusivité, elle est faite pour lui. Bien sûr, d'autant que l'exclusivité, c'est un transfert de confiance. Le client nous donne sa confiance pour la vente de son bien et forcément, on ne gagne pas la confiance d'un client en parlant de nous, mais plutôt, comme le disait Anne, de mettre en avant les bénéfices pour lui de nous faire confiance et de nous confier son bien en exclusivité. Donc, évidemment, je vous rejoins à toutes les deux là-dessus. Et la méthode CAP, Elodie, c'est vrai qu'on ne l'aborde pas souvent, mais elle est pour le coup très simple à appliquer et très claire, quoi. On va considérer toutes les deux que vous avez un taux d'exclusivité qui est quand même assez conséquent, qui aujourd'hui fait partie de vos standards d'activité. Si je vous demandais à chacune quelle est votre force numéro 1, s'il n'y a qu'une seule force que vous mettriez en avant, est-ce que ce serait une posture, est-ce que ce serait un argument, est-ce que ce serait une méthode, est-ce que ce serait peut-être la réputation, ce serait quoi qu'est-ce qu'Elodie tu mettrais en avant, toi, ta force numéro 1 pour glaner l'exclusivité? Ça va être rigolo, mais tout à l'heure, on disait on est des commerciaux. Moi, je ne suis pas une commerciale dans l'âme, dans le sens où, même si mon parcours il est lié à un BTS négociation, relation client, moi mon métier d'avant, c'est le marketing. Et j'aime beaucoup cette posture-là, parce qu'en fait, je suis la commerciale déguisée en marketeuse, qui fait que je suis là pour vous vendre un truc, mais l'étiquette du commercial, elle n'est pas là, en fait. Donc, je pense que j'ai gardé ça de mon métier d'avant, où la notion de commercial, elle est pour moi toujours en lien avec le bien-être du client. Et comme le disait Anne, demain, et ça peut paraître surprenant d'avoir ce discours-là et de se dire, ouais, elle va passer à côté d'un dossier parce que si je sens que ça ne le fera pas et que moi, je suis convaincue que la méthode, et pas ma méthode, la méthode que je vais appliquer pour ce dossier-là est la bonne pour mon client, si lui, il n'en est pas convaincu, on n'arrive à rien à faire ensemble. Donc, moi, je pense que ma force, c'est vraiment l'empathie et l'analyse que je vais pouvoir faire de comment on va construire la vente ensemble, quitte à un moment me mettre en retrait en me disant, en fait, le feeling passera pas ou je suis pas la bonne personne pour accompagner ce dossier et c'est pas grave, mais je préfère avoir ce détachement-là, quoi. Ok. Anne, du coup, ta force numéro 1 pour l'exclusivité, ce serait quoi? Je dirais de dire aux clients travaillez avec qui vous voulez, mais travaillez en exclusivité. Ça, c'est un truc qui me caractérise. Alors, je suis assez alignée avec ce que dit Elodie et je pense que l'intelligence émotionnelle d'Elodie fait que, voilà, on est un peu en phase là-dessus, mais je pense que c'est très important d'être en phase avec le client et moi-même, j'ai refusé des dossiers où j'étais plus du tout en phase avec mes clients ou pas en phase du tout et je leur dis et c'est OK, tu vois, c'est pas grave, on se recroisera peut-être dans un autre contexte, mais je préfère ne pas y aller que d'y aller entre guillemets à contre-cœur ou avec des conditions qui ne me conviennent pas parce que je pense que la force, c'est que je sais poser mon cadre, je sais dire non. Et je pense que comme on dit, on attire des clients qui nous correspondent. Je pense qu'on a, tout comme Elodie et Maxime, mais on a aussi cette notoriété, ces bons avis clients. Moi, je dirais que ma force numéro 1, je pense que je suis une bonne rentreuse de mandat, mais parce que je suis alignée avec tout ça et que tous ces éléments-là, c'est un cadre qui est OK. Ça a été un dur travail, tout comme Elodie et Maxime, sur la e-réputation, tout ce qu'on fait autour de ça, les bons avis clients. Mais je pense que le respect du client avant tout et vraiment, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais le côté bénéfice client est très, très important. Donc, si je sais que ça ne va pas y aller, j'y vais pas.
Ok. Donc pour résumer, pour toutes les deux, c'est quand même avant tout un travail sur votre posture qui va favoriser le gain de l'exclusivité et en tout cas le bon relationnel avec vos clients. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que l'exclusivité, c'est vraiment la chose, et ça peut être un paradoxe ou pris à contre-courant par les clients qui nous permet de travailler main dans la main. Ok. Merci en tout cas pour toutes ces explications. Pour conclure, moi j'aimerais vous demander, il y a plein d'agents immobiliers qui rêvent d'évoluer qu'en exclusivité, mais qui n'y arrivent pas, ils ont soit un manque de confiance, soit un manque de technique, soit vous au quotidien, j'imagine que dans vos équipes, c'est quand même un travail que vous faites dans la formation, dans l'accompagnement. Tous vos collaborateurs n'arrivent pas à faire de l'exclusivité comme ça en un claquement de doigts. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les aider à se confronter à l'exclusivité et à suivre justement cet ADN d'exclusivité? Nous, on a eu un modèle qui est un peu particulier, c'est-à-dire, mis à part une collaboratrice aujourd'hui, toutes les personnes qui nous ont rejoints quasiment n'étaient pas du monde de l'immobilier. Donc, ça nous a permis, nous aussi, de tracer un chemin, un parcours, une méthode qui était vraiment la nôtre et de leur faire adhérer à cette façon de fonctionner et de la leur apprendre. Et on a une phase d'apprentissage quand on rejoint l'agence, quand on est du coup pas issu de l'IMO, qui est maîtrise tes acquéreurs, maîtrise ton marché, et après on te permettra d'accéder à la rentrée de mandat et autres. Donc je pense que naturellement, le discours en accompagnant en rendez-vous au fait que les filles elles soient venues avec Maxime ou moi, il y a eu cette notion d'exclus. En fait, c'est bête, mais moi, j'ai pas de mandat simple. Elle est bête, ma phrase, mais quand tu me demandes, Anne, tu disais, est-ce que vous connaissez les différents types de mandats? Moi, il y en a qu'un. Donc, tu vois, en fait, déjà, le prisme de l'équipe est conditionné si on fait que de l'exclu. Donc, je pense que ça t'enlève une croyance limitante ou un frein de se dire, de toute façon, j'ai plusieurs options. Donc, si l'exclu, ça passe pas, je présenterai quelque chose d'autre. Tu peux pas. C'est soit tu as le mandat en exclu, soit tu l'as pas. Donc, je pense que ça, et puis on rebondit, je sais qu'on se rejoint tous les trois sur cette notion-là, formez-vous. Formez-vous, faites-vous former. Anne, on s'est eu en formation, on se connaît depuis un moment, elle est venue former mes équipes. Formez-vous, apprenez de l'exclu. Les meilleurs continuent de se former à l'exclu. Formez-vous par différentes personnes qui font de l'exclu et venez attraper vos petites façons de fonctionner et les choses, les leviers avec lesquels vous êtes alignés. Ok. Anne? Moi, c'est un peu ce qu'a déjà dit Élodie, mais en gros, vis-à-vis de mes équipes, alors j'en ai encore certains qui fonctionnent avec certains mandats simples et c'est OK, dont certains qui performent et je peux pas aller à l'encontre de ça. Parce que chacun ses méthodos, chacun ses manières de faire. Bon, ils savent très bien ce que j'en pense. Et je pense surtout qu'au-delà du fait que c'est pas de la qualité, c'est très épuisant. Et c'est ça, en fait, que je leur dis. Je leur dis, pour moi, c'est aussi sur sa charge mentale, sur sa manière de travailler, donc la qualité de son travail et de ce qu'on renvoie. Pour moi, c'est pas des méthodes qui sont claires et bonnes, au sens aussi où on s'épuise vite. Mais chacun, je dirais, voit l'immobilier comme il l'entend, même si, encore une fois, globalement, les taux sont bons. Donc, je dirais que c'est chez moi, numéro 1, c'est la formation, parce que c'est très important que chacun puisse récupérer des tips. Et comme dit Élodie, je prends un exemple, donc moi, ça fait 20 ans que j'en fais, je continue à me former et je continue à me former sur l'exclu, sur le traitement des objections, sur tout un tas de choses, alors que je connais ça par cœur. Mais peu importe, voir ça chez une autre personne, voir ça, je trouve ça très intéressant. Donc, je dirais que il faut aussi se dire que rien n'est immuable, parce que c'est pas parce qu'on a travaillé comme ça pendant des années que demain, on peut pas switcher sur une autre méthode, sur une autre façon de faire. Et il faut vraiment, vraiment travailler sa posture. Parce que souvent, il y en a beaucoup, c'est d'un problème de valeur. Alors, au-delà de défendre aussi ses honoraires, parce que ça, c'est un autre sujet, mais défendre une exclusivité, c'est aussi défendre sa valeur. Donc, il y en a où ça pique un peu parce que ça leur renvoie à leur propre valeur. Donc, sans faire de la psychologie de comptoir, c'est quand même une notion qui est à prendre en compte. Et souvent, j'invite chaque conseiller que moi, j'ai pu accompagner à réfléchir à ça. Quelle valeur tu te donnes? Et en général, ça pique un peu. Donc, ça renvoie souvent à ça.
Donc, je pense que c'est important aussi qu'en se formant, parce que ça renvoie aussi au fait que quand on se forme, on est plus sûr de soi, on est plus à l'aise, etc. Mais on est beaucoup plus à l'aise aussi le jour où on a pleinement conscience de sa valeur. L'exclusivité, elle est acquise, quoi. Ok, très bien. Moi, je trouve que c'est une belle conclusion. Je sais pas ce que tu en penses, Elodie, mais c'est très, très bien résumé. En tout cas, je vous rejoins à toutes les deux, vraiment. Il faut se former, il faut tester de nouvelles choses. L'exclusivité, c'est pas parce qu'on vous la refuse aujourd'hui qu'on ne vous l'accordera pas demain. N'ayez pas peur du non. Au contraire, moi, je dis toujours que le non, c'est le début de la vraie communication. Donc, vraiment, et puis, formez-vous à tout âge. C'est pas parce qu'on fait l'immobilier depuis 5 ans qu'on n'a plus rien à apprendre. Bien au contraire, tous les jours, on peut challenger nos méthodes. Moi, j'apprends tous les jours. J'apprends justement en vous observant à toutes les deux, en observant d'autres. J'essaye toujours d'améliorer mon immobilier. Donc, essayez de faire la même chose. Je ne sais pas si on a convaincu tout le monde des leviers et des bienfaits de l'exclusivité. Si vous avez pu prendre un petit peu de cet échange et que ça peut vous accompagner dans votre quotidien, nous, on en est ravis. Et puis, si vous préférez rester sur votre mandat simple, on en est ravis aussi tant que vous obtenez les résultats escomptés. Merci beaucoup, les filles. Juste, je vous donne la parole pour conclure. Est-ce que vous avez une activité actuellement? Est-ce que vous avez un truc pour lequel il faudrait vous suivre? Je sais que Anne, elle vient tout juste d'ouvrir, ça a été une belle success story d'ailleurs, tu viens tout juste d'ouvrir l'agence du Château, qui est l'agence dans laquelle tu avais pratiqué ton BTS immobilier. Ouais. C'est une très, très belle histoire. Est-ce que vous avez une actu à partager avant qu'on se quitte? Ouais, Elodie, elle le dit pas, mais c'est Madame Irox. Ouais, t'es bien placé. Oui, non, l'idée, non, de continuer. Tu vas en parler du sponsoring et ouais, oui, c'est un budget, mais nous, ça fait partie vraiment prépondérante de l'agence. Et tu vois, tu parlais de jolies causes. On est depuis cette année, depuis quelques mois, on intègre le partenariat alors déjà des agents immo du cœur et aussi d'une association qui s'appelle Dr Clown, pour laquelle la soirée de gala, donc Dr Clown, c'est des clowns qui viennent à l'hôpital pour voilà, se présenter aux enfants malades, et on a une soirée de gala qui est prévue au mois de mai et on a hâte d'y être avec une partie de l'équipe. Ouais. Super, félicitations. Anne, une autre actu que l'agence, ou c'est déjà pas mal quand même? Alors oui, nous, effectivement, on a lancé la troisième agence, donc c'est une très belle histoire parce que, et ce poste-là a bien marché parce que c'est l'agence où j'ai fait mon alternance, donc c'est vrai que c'est une belle histoire. Et c'est vrai que Anne, qui a commencé dans cette agence il y a 20 ans, quand je vois aujourd'hui le chemin parcouru, je trouve que c'est beau et c'est cool, et ça a été un moment, je dirais, génial aussi pour moi, et plein d'émotions de pouvoir racheter cette agence où tout a commencé pour moi, même si, croyez-moi, elle n'a plus rien à voir à l'intérieur. Mais c'est cool. Donc, il y a cette actu-là. Et puis, non, au point de vue là, on est en pleine restructuration, et puis on va recruter aussi de nouvelles personnes. Donc, on est très contents. Il y aura pas mal de nouveautés, je pense, sur les semaines et les mois à venir. Mais voilà, non, je dirais qu'il n'y a pas, au-delà de ça, il n'y a pas d'événement plus que ça à noter. En tout cas, pour le moment. La crémaillère, du coup, la crémaillère de l'agence du Château. Voilà, il y a la crémaillère de l'agence, mais ça va être compliqué d'inviter toute la France. Mais ouais, on est content. Et puis, il y a mon petit Irox que je prépare en mai quand même, il faut le dire. Ok, bel objectif. Bel objectif. Bon, en tout cas, je prends aucun risque si jamais, je vous dis à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, si jamais vous faites partie de ces agents immobiliers un petit peu esselés, que vous manquez de pivot un petit peu, en tout cas que vous manquez d'une équipe structurée, n'hésitez pas, si vous êtes dans la région lyonnaise, de vous rapprocher d'Elodie, ou si vous êtes du côté du Plessis, de vous rapprocher de Anne, qui vient de vous dire qu'elle va étoffer ses équipes. Je sais que ce sont deux professionnels passionnés, très engagés, et qui mettent vraiment du cœur à l'ouvrage dans la montée en compétences des équipes. Et je sais que vous recrutez pas pour recruter, mais vous recrutez pour faire performer. Donc, si jamais vous êtes dans ce cas-là et que vous cherchez de nouvelles structures, rapprochez-vous d'Elodie ou d'Anne. Vous serez, en tout cas, quoi qu'il arrive, bien reçu. Et puis, peut-être que ça pourra donner un nouvel élan à votre carrière. Merci beaucoup. En tout cas, les filles, j'ai été ravi de partager ce live avec vous. Tous les lives sont à retrouver directement sur notre chaîne YouTube, et aussi en podcast sur Spotify, sur Deezer.
C'est des lives qui sont fournis par l'Académie de formation Biperf. Et il y a d'autres lives à venir. On termine la première saison de 7 épisodes. Aujourd'hui, c'était le 4e. Et donc, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le prochain épisode. À bientôt. Bye bye.